Le WAMcast, toute l'actu SEO par WAM Référencement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le WAMcast. On espère que tout va bien pour vous et que ce confinement se passe le mieux possible. De notre côté, pour ce 15e numéro, on va se pencher sur un gros sujet, sur l'arlésienne du search même. SEO, SEA, SEA, SEO, est-ce qu'il existe des synergies entre les deux? Et si oui, lesquelles? Et pour aborder ce vaste sujet, côté SEO, David Escholzer, le fondateur et le directeur de WAM. Salut David. Salut Kevin. Et côté SEA, un invité, Simon Neouz, le fondateur et dirigeant de Better and Stronger. Alors déjà, salut Simon. Merci d'avoir accepté notre invitation et je te laisse te présenter rapidement en quelques mots. Merci Kevin. Donc, je suis le fondateur et le dirigeant de Better and Stronger. On est une agence marketing qui fête ses 10 ans bientôt. Moi, je suis tombé dans le web marketing il y a 12 ans. J'ai grandi avant ça dans le conseil, principalement dans la stratégie et la finance. Donc, pas exactement le même sujet, mais avec beaucoup d'acquaintance entre les chiffres et finalement le web marketing. J'enseigne aussi à l'université Lyon 3 et dans une des écoles de commerce sur l'achat média digital et la data analyse. Donc, j'essaye aussi de transmettre un peu nos expertises. Et donc Better and Stronger, juste très rapidement, on est une agence Google Partners Premier. Donc c'est une certification de l'ensemble de nos équipes, mais aussi de l'agence qui nous permet de travailler de manière très proche avec Google. Et on est basé à Lyon, à Paris, à Rennes et aussi à Göteborg en Suède. Parfait. Eh bien à nouveau, bienvenue à toi. On va rentrer dans le vif du sujet. Messieurs, les synergies SEO, SEA, David. Oui, alors déjà pour démarrer, ça c'était pas prévu, mais je voulais remercier Simon d'être là parce que ça fait bien 10 ans, voire 12 depuis les débuts de Better qu'on se côtoie, qu'on se connaît, qu'on parle jusqu'à pas d'heure de SEO, de SEA, de web marketing, on refait le monde et donc là, c'est il était temps. C'est l'occasion d'en faire profiter tout le monde. C'est ça, il était temps qu'on se voit tous ensemble. Les synergies du coup. Alors les synergies, brisons le tabou d'emblée. Les synergies SEO et SEA ou dans l'autre sens, comme tu disais Kevin, pour ne froisser personne, c'est un peu l'arlésienne du search. En fait, tout le monde en parle, mais concrètement, quand il s'agit d'aborder les actions conjointes que l'on peut conduire entre ces deux canaux d'acquisition, c'est un peu moins clair. Et quand il s'agit de parler de résultats, là, il y a encore moins de monde pour en parler en fait. C'est clair. Généralement, c'est une question nous qui revient très souvent chez nos clients. Est-ce qu'il y a une recette magique? Est-ce qu'on pourrait substituer un clic payant à une réponse organique? Plutôt l'inverse. C'est généralement ce que souhaitent nos clients. C'est d'arriver à s'alléger de quelques clics payants pour maximiser leur rentabilité. Et puis, on parle souvent aussi de complémentarité. Est-ce que finalement, le fait d'être présent ensemble, SEO et SEA dans les réponses que voit l'internaute, est-ce que ça améliore aussi finalement la conversion, l'attrait vers notre site web et puis nos services ou nos produits qu'on peut vendre? Beaucoup de questions sur le sujet qui nous sont posées, mais généralement, vu la complexité du sujet, on n'a pas vraiment de ressources claires et on a encore moins de réponses toutes faites. Je le disais en intro, on est sur un gros sujet, un bon sujet. Pour commencer, pour poser les bases en quelque sorte, est-ce que vous pouvez, à tour de rôle, nous faire un état des lieux rapide des nouveautés, que ce soit en SEO ou en SEA, parce qu'il y a eu pas mal de changements ces derniers mois. Ouais, on va démarrer par le SEO. Donc en quelques mots, je les résume parce qu'il y a pas mal de choses. Et puis pour les plus assidus du WAMcast, je pense que vous en avez eu déjà pas mal dans les oreilles. Mais pour résumer un peu les choses en SEO, il y a les résultats de Google sont de mieux en mieux contextualisés. Google sait désormais comprendre davantage l'intention qui se cache derrière chaque demande des utilisateurs. On avait évoqué déjà ici notamment l'algorithme BERT qui a fait beaucoup progresser Google dans cette tâche et ça va s'accentuer dans les prochains mois. D'ailleurs, pour être concret, dès l'amont de la recherche, finalement, Google Discover vous suggère des contenus par rapport à vos points d'intérêt, notamment en se basant sur votre historique. Lors de votre recherche, Google tente de compléter, deviner, affiner même votre demande avec l'autocomplétion pour comprendre au plus vite ce qui se cache et ce qui motive finalement votre demande.
Par conséquent, et ça c'est l'autre versant des nouveautés, les résultats sont de plus en plus diversifiés. Le format des réponses, si vous regardez bien, s'adapte totalement au contexte et à l'intention finalement. Vous avez des réponses rapides, les feature snippets, les people also ask, bientôt les Google passages dont on a parlé, le knowledge graph. Bref, il y a les réponses visuelles également, la vidéo, ça explose littéralement, les carousels d'images, pareil, voire la 3D, puisque maintenant il y a aussi des produits 3D qui remontent dans les résultats. Les réponses audio, via les podcasts, la géolocalisation, évidemment. Voilà, donc finalement, il y a toutes ces réponses, et d'ailleurs, qui sont aussi contextualisées selon le mobile ou le desktop. Bref, Google adapte le résultat pour moi. Ce qui permet finalement tous ces changements, j'ai envie de dire, c'est l'arrivée de l'IA, de l'intelligence artificielle. Et là, on assiste à un vrai virage. Google devient enfin l'assistant personnel qui commence à résoudre tous nos problèmes du quotidien. Et seule la puissance du deep learning permet cela. Simon, les changements côté SEA ? Je vais reprendre le flambeau sur l'intelligence artificielle, parce que plus que de faire un catalogue à l'après-vert, comme on dit, sur l'ensemble des nouveautés très particulières, je crois que le SEA est un tournant majeur de son métier. Pour nous, le machine learning, effectivement, c'est présent dans toutes nos campagnes et ça révolutionne aussi beaucoup notre approche. C'est vraiment une rupture, comme on le dit souvent, il y a des ruptures technologiques là dans notre métier, on la vit de plein fouet et ça demande de faire un petit peu de gymnastique intellectuelle et aussi dans nos habitudes pour travailler différemment. On ne cherche plus à répondre à une requête, comme le disait David, mais plutôt à une personne spécifique qui la pose. En gros, nos découpages de campagnes classiques, très granulaires, sur des mots-clés très recherchés, qu'on sélectionne à la main, c'est terminé. La fameuse quête d'une enchère parfaite pour un mot-clé se meurt. Et on ne parle plus d'ailleurs de CPC, mais plutôt de maximiser les conversions pour nos clients, de target CPA, donc d'objectifs de coût par acquisition, ou de target ROAS, c'est-à-dire basé sur l'objectif de rentabilité des campagnes sur le budget investi. On nourrit maintenant nos campagnes d'objectifs business et de segments d'audience, et c'est ça vraiment, je pense, la vraie innovation chez nous. Je vais prendre un exemple concret, du coup, David, si on cherche à se positionner sur la requête agence SEO Lyon, on ne souhaite pas avoir la même enchère si c'est pour une personne qui souhaite faire un stage ou pour un potentiel prospect. Ouais. Les deux sont intéressants, j'imagine, pour toi, mais clairement, en termes de business, un des deux t'intéresse sûrement beaucoup plus que l'autre. Ouais, clairement. Avant de s'attaquer un petit peu plus concrètement aux actions de synergie, quels sont les points de convergence du SEO et du SEA ? Allez, je dirais sans embâge, résoudre les problèmes des utilisateurs qui sont exprimés tous les jours sur la page blanche la plus fréquentée au monde. Ce qui focalise notre attention tous les jours, pour ne pas dire que c'est notre obsession finalement, c'est, je crois, la notion de parcours utilisateur, c'est-à-dire quel cheminement va effectuer l'utilisateur de la découverte de son besoin à sa résolution par une conversion en ligne, ce qu'on appelle finalement la customer journey. Je compléterai ce que tu viens de dire, effectivement, David, c'est que ce qui nous rejoint aussi en plus de ça, c'est faire grandir nos clients. Clairement, le SEO et le SEA ont la même mission, c'est finalement d'arriver à apporter les meilleures audiences à nos clients, de les aider à les qualifier et finalement à les transformer pour avoir plus de prospects ou développer leur chiffre d'affaires. Je pense que si on m'avait posé la question des synergies SEO, SEA il y a 2 ou 3 ans, j'aurais vraiment mis mon focus uniquement sur le mot-clé, la requête, répondre à l'intention de l'internaute, être présent dans le moteur de recherche. Je pense maintenant qu'il y a une vraie révolution incroyable qui a été permise par l'émergence de Google principalement dans la communication, c'est d'arriver à répondre justement à ce que les gens souhaitent, donc sur leurs produits, les services dont ils peuvent avoir dans leur quotidien. Et finalement, on s'est détaché beaucoup du marketing classique où on tapait
sur la tête des gens avec des messages pour les inciter à venir chez nous. Et je crois que ça a permis de faire émerger nos deux métiers et de faire grandir bon nombre de nos clients. Mais je pense que derrière, effectivement, cette réponse à l'intention, maintenant, c'est plutôt répondre à une personne plutôt qu'à son intention, puisque parfois, on a des façons de s'exprimer qui sont différentes. Et puis, comme je le soulignais dans mon exemple précédent sur Agence SEO Lyon, par exemple, on n'a pas forcément derrière des mots-clés forcément le même souhait de contact ou de besoin auprès de l'entreprise qu'on souhaite contacter. Donc que ça soit effectivement pour du SAV dans certains cas, que ça soit pour rentrer en contact pour devenir un client ou un collaborateur, on voit bien qu'on n'est pas du tout la même personne et qu'on ne représente du coup pour nos clients à nous pas le même intérêt. Et je pense que là-dessus, c'est vraiment fondamental ce que tu évoques, c'est à quel moment finalement la personne qui est derrière le moteur de recherche, à quel moment de son cycle de décision elle se trouve. Et du coup, la complémentarité, elle est là. C'est sur la compréhension de cette customer journey qui doit être commune en SEO et en SEA pour qu'on puisse adapter nos pratiques de manière individuelle, mais aussi, et je pense qu'on pourra encore développer là-dessus, de savoir comment on mutualise justement toute cette connaissance qu'on peut avoir a priori ou a posteriori de nos campagnes. Ouais, c'est le Graal, vraiment, qu'on recherche tous les deux finalement, c'est de réussir à reconstruire finalement la customer journey et à se placer devant chaque étape jusqu'à la conversion. Et finalement, si on y réfléchit même déjà un petit peu de haut, là, on voit dans la synergie une évidence, c'est qu'on ne peut pas y arriver ou l'un ou l'autre, il faut qu'on y arrive ensemble, quoi, a priori. On va essayer d'être un peu plus concret, mais... On parlait d'Arlésienne en introduction. Justement, quel constat est-ce que vous faites à propos de la gestion, potentiellement mauvaise gestion, des synergies SEO et SEA ? Si je peux me permettre de débuter sur cette question de la mauvaise gestion des synergies, je pense que tout simplement déjà, c'est qu'on traite rarement le sujet, pour pas dire jamais. Pourtant, c'est un travail extrêmement intéressant que de réfléchir finalement au joint entre nos deux expertises. Moi, pour mémoire, on a été amené à le faire, et je remercie au passage Cédric Tamboise, qui à l'époque était chez Humanis et maintenant chez Kiloutou, qui nous avait commandé une étude spécifique là-dessus sur la complémentarité, la substitution potentielle aussi entre le SEO et le SEA, et dans lequel on a pu amener des réponses sur l'incrément de conversion potentiellement avec un double affichage, ou le besoin de se substituer, notamment quand on avait des positions zéro sur certaines requêtes à l'époque pour Humanis. Et ça, c'était très intéressant de pouvoir le faire et d'avoir vraiment une intention de le faire. Je pense que le premier constat, c'est que cette intention, elle est souvent défaillante et que les projets sont finalement sur ce sujet-là assez peu nombreux. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui expliquent ce manque d'investissement au global sur la gestion en synergie. Premièrement, on a des expertises qui sont focalisées déjà à comprendre nos métiers respectifs, et si on vise l'excellence, je pense que David et moi-même, on est de cela, en tout cas on essaye, et on est obligé d'aller très loin dans la connaissance des nouvelles pratiques, et forcément on se met un petit peu des œillères pour essayer d'avancer le plus loin possible dans nos chemins respectifs. Après, je pense que dans les organisations, même des entreprises, les sujets sont souvent très segmentés. Et du coup, on a parfois même des experts qui travaillent dans les mêmes services, mais qui chacun ont leur point de vue. Et puis, tout bonnement aussi, je pense que je reprendrai un des points qu'on évoquait au tout début, c'est qu'il n'y a pas de réponse très claire pour le moment, et que tout le monde y voit un enjeu énorme en termes de gains, parce que les positions en SEA sont souvent maintenant très cher payées, mais concrètement, on ne sait pas bien comment le mesurer. Déjà qu'on a du mal parfois à mesurer tout bonnement l'impact du SEA, alors l'impact conjoint ou dissocié du SEO et du SEA, c'est parfois encore bien plus compliqué.
Ouais, je partage complètement ce constat. En fait, si on se parle un peu avec sincérité, je vais pas te paraphraser, mais tu as bien exposé les choses. Finalement, chacun tire un peu la couverture à soi, et il s'agit pas de tirer sur l'ambulance. Et comme tu l'as dit, chacun est bien concentré sur son objectif, se met bien la pression pour tout pousser à fond. Et donc, c'est pas forcément évident de prendre le temps de travailler l'un avec l'autre. Finalement, c'est peut-être à nous, d'ailleurs on en reparlera, mais de lever un peu les cloisons entre nos deux métiers. Voilà, c'est vrai qu'il faut qu'on y soit invité probablement par notre client, mais c'est aussi à nous de pousser clairement le truc, je pense. Mais clairement, si on répond à ta question, Kevin, si aujourd'hui les synergies SEO, SEA échouent, ou sont pas toujours satisfaisantes, c'est à cause de ça en fait. C'est que chacun est un peu dans sa verticale, quoi. Messieurs, j'ai envie d'être un peu, un peu taquin. On va dire. Ça va devenir une interview vérité. La question, elle va être très simple. Est-ce que ça existe vraiment, les synergies SEO, SEA ? Est-ce que ça marche vraiment ? Ou alors est-ce que c'est juste un peu pour épater le client en avant-vente et qu'on prononce un peu ces termes ? Simon. Alors, je ne vais pas reprendre la fameuse gimmick verbale de dire que la réponse, elle est vite répondue. Alors déjà, premièrement, pour donner un petit peu de chiffres, il y a des études qui ont été faites qui sont assez intéressantes. Il y a une étude indépendante de la Wharton University sur les requêtes de marque qui donne plus 73% de probabilité de convertir si on a une combinaison SEO plus SEA dans les affichages, plus 36% précisément sur le nombre de clics, plus 53% de conversion, et au final, ce qui intéresse nos clients, plus 38% de rentabilité sur les campagnes. Donc là, c'est un cas extrêmement précis, mais oui, ça existe. Je pense que clairement, ça existe. Mais je pense qu'il ne faut pas se concentrer uniquement sur l'aspect mots-clés. Si on a vraiment ce prisme de dire SEO, SEA, finalement, égale requête et mots-clés, on rate, je pense, pas mal des opportunités de synergie pour nos métiers et pour nos clients principalement. Donc, je pense que la première chose qu'on doit faire, et je reprends dans la lignée de ce qu'on évoquait, c'est de mettre en commun les études sur les buyer persona, donc vraiment les profils des personnes que visent nos clients. Et ça, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de synergie à mettre en place. Et je pense que c'est la clé. Il faut arriver à récolter cette information de nos clients ou les aider à construire ces profils-là. Puisque, comme on l'a dit, vu que nos métiers visent plus la personne derrière le moteur que leur intention, toute la clé, je pense, d'une part de notre réussite doit venir de là. Et du coup, ce qui va nous permettre, dans un second temps, de penser ensemble, à partir de ces profils, la Customer Journey. Donc, ça, je pense que c'est important, en premier lieu, de le faire tous les deux. Sur ce point, justement, tu penses qu'il y a des points de vue différents si on est expert SEO ou SEA, ou finalement, est-ce qu'il vaut mieux juste mettre en commun pour ne pas dessiner deux fois cette Customer Journey ? Moi, je pense qu'on a fondamentalement des points de vue différents et des pratiques aussi très, très différentes. Dans nos agences, je pense, avec David, on a des profils de consultants qui sont, je pense, qui ont un amour du métier commun, mais qui sont différents dans leur façon d'aborder les problématiques. Ouais, je partage ça, ouais. Je pense qu'un expert SEA, pour parler de ma partie, il se pose la question tout de suite de la rentabilité. C'est une obsession pour nous, coût par clic, donc dans coût, il y a coût. Et ça, c'est une évidence, mais nos clients le voient bien, et du coup, il faut que ça se transforme en ROI. Donc là, c'est vraiment l'objectif de nos clients, d'arriver à rentabiliser leur campagne. Donc nos experts se focalisent sur le transactionnel, la transformation, aller tout de suite sur les mots-clés qui vont générer de la conversion. Et du coup, on a cette obsession-là, je dirais, du chiffre et de la transformation la plus immédiate possible. Je pense que, et tu pourras me reprendre, David, mais sur le SEO, il y a plus une approche sur le contenu que va lire l'internaute, la réponse qu'il y a à lui donner dans la SERP. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose de magique à faire, parce que si on combine nos deux points de vue, c'est très fort. On a derrière l'expérience de l'internaute qui est vraiment pensée par le SEO, la rentabilité de l'impact de nos clients avec le SEA et nos visions de consultants. Donc vraiment, je pense que c'est quelque chose de très important à pouvoir créer dans les années à venir, et je pense que c'est un super
en jeu que d'arriver à mêler nos réflexions et nos points de vue. Et je pense que ça donnerait beaucoup plus justement de matière dans nos campagnes à être plus performantes, quoi. Après, je pense que nos convergentes, elles sont aussi plus fortes avec les outils qui sont en train d'arriver, le machine learning notamment. Et nous, on voit bien que le travail des audiences permet de complètement personnaliser le choix de répondre ou pas à un internaute avec nos campagnes. Donc, que ça soit le message ou l'intensité de l'enchère. Donc du coup, si toute la phase de découverte, de contenu, je dirais, d'attraction de l'internaute, de la couverture de l'ensemble des questions qu'il peut se poser est bien faite avec le SEO, le SEA va bénéficier de tout ça par les audiences que ça crée, par la capacité du coup à comprendre et à générer des segments d'internautes sur le site web et du coup à dynamiser beaucoup les signaux qu'on utilise dans les enchères, les messages qu'on va pouvoir faire. Et donc encore une fois, la Customer Journey est au centre de cette synergie qui est énorme. Après, je pense que ça va, et on reparlera peut-être des problématiques par la suite, et je pense que ça va aussi être primordial d'essayer justement de mettre en commun des choses, parce que les outils, par contre, vont nous couper de certaines informations qu'on avait avant. Ouais. Donc là où, effectivement, dans Analytics, on a parfois des problèmes à avoir les mots-clés en SEO, et dans le SEA, ça devient un petit peu la même chose. Les rapports sur les requêtes qu'on a dans AdWords s'amenuisent et donc du coup ça devient plus difficile d'avoir exactement quelles requêtes sont performantes ou pas. Donc je pense que ça aussi, ça va être important de mutualiser finalement nos approches pour mieux comprendre ce qui se passe. Oui, tout à fait. Ça va pas nous faciliter la tâche. Je suis complètement d'accord avec toi. Pour revenir un peu sur les complémentarités dont tu parlais, et notamment durant la Customer Journey, et avec ton exemple du SEO peut-être plus sur l'informationnel que le transactionnel. Évidemment, c'est pas aussi clair que ça, mais il est vrai que selon la maturité du client pour lequel on travaille, je confirme qu'en SEO, on peut être amené, nous, à travailler beaucoup plus l'étape en amont de la conversion, qui est la découverte de la marque, finalement, par une réponse, un résultat qui répond à ma question, ou plus exactement une solution qui résout mon problème. Et comment ? Par un contenu texte, une infographie, par exemple. Donc concrètement, je vais donner des exemples. Pour certains de nos clients, on déploie des efforts assez costauds, 150, 250, plus de 300 contenus même des fois dans l'année. En fait, clairement pour construire la base de la visibilité de notre client. Donc oui, on étend des filets relativement larges, mais pour capter beaucoup de demandes ciblées, mais très en amont de la transaction. Le problème, c'est que ce trafic n'a pas nécessairement vocation à convertir, en tout cas pas tout de suite. Tout simplement parce que c'est trop tôt. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qu'une subrogation de salaire ? Voilà, je vais avoir la réponse. Il s'agira d'un premier contact avec la marque pour laquelle WAM travaille, par exemple. Mais on ne peut pas exiger de ce contenu qu'il convertisse immédiatement. On ne peut pas exiger à l'utilisateur qu'il aille directement sur les devis, c'est évident. En revanche, comme le précise Simon, si on le recible, par exemple, par la suite, dans la suite de son parcours, si on le recible, cet utilisateur, avec des messages en display ou en ads pour lui apporter des messages complémentaires, jusqu'à une offre concrète peut-être, c'est vrai que dans les 10, 15, 30 jours qui vont suivre, il pourra peut-être revenir justement chez l'annonceur en question, et cette fois-ci, convertir. Donc là, on voit bien dans cet exemple, il y en a d'autres, évidemment, mais qui est passeur ? C'est le SEO qui a peut-être initié le contact. Et de l'autre côté, le buteur, c'est plutôt le SEA qui a su suivre et capter à nouveau l'attention, on va dire, par la répétition du message à l'utilisateur. Et là, on voit bien dans cet exemple-là que la stratégie gagnante, c'est le search. C'est search qui a permis ça, et c'est les deux, et c'est pas juste l'un ou l'autre. Là, on touche à l'attribution, et on voit bien qu'on ne peut pas l'aborder de façon cloisonnée, et encore plus avec cette opacité dont parle Simon, apportée par l'absence de data concrète autour des mots-clés. Donc voilà, c'était un exemple parmi d'autres. Je ne veux pas cloisonner le SEO à que de l'informationnel, c'est pas vrai. Il y a plein d'autres scénarios possibles. L'exemple était intéressant justement. Ces fameux scénarios, est-ce que vous pouvez nous en lister quelques autres pour que ça soit bien concret pour nos auditeurs, Simon ?
Je pourrais commencer avec aussi un sujet somme toute très important pour beaucoup de nos clients, c'est toujours le travail de la marque. Alors la question derrière, c'est est-ce que je dois investir sur ma marque? Vu que c'est ma marque, est-ce que je dois payer en SEA? Alors on a cité l'exemple de l'étude tout à l'heure qui donne effectivement des convergences, mais sur l'augmentation des propensions à saisir les clics et à convertir. Mais je pense que là-dessus, on peut dire que l'important, c'est justement de le faire en bonne intelligence. Si on maîtrise bien la SERP, c'est-à-dire que si le SEO arrive à donner un ensemble de contenus pour la marque et qui ont plein de formes différentes, même sur les requêtes de marque, on voit bien que la vidéo et l'ensemble des éléments qu'on peut retrouver dans Google sur les résultats peut permettre d'avoir une vraie hégémonie. À ce moment-là, il n'y a pas forcément de besoin d'aller chercher ces clics en plus. Et puis en plus, un budget, il n'est jamais infini. Donc on a peut-être matière à l'investir dans d'autres sujets. Donc les campagnes SEA, elles ont un vrai atout. Elles peuvent être défensives, notamment si on a des concurrents qui veulent essayer de venir un peu de manière malveillante saisir des opportunités de consommateurs qui ont déjà identifié un besoin et du coup ma marque. Et donc là-dessus, on va tout de suite pouvoir créer un petit bastion en faisant augmenter les CPC et en essayant de limiter ces intrusions. Et puis tout simplement aussi de les détecter. C'est-à-dire qu'avec les campagnes, on en reparlera, mais les rapports de concurrence nous permettent de voir les personnes qui enchérissent là-dessus. On peut aussi avoir toute la logique de la campagne de marque où le SEA intervient pour un segment particulier de nos internautes. Donc, imaginons qu'on ne soit pas présent la plupart du temps, mais il y a un abandon de panier. Je peux très bien avoir une audience sur ces abandons de panier qui déclenche l'affichage lors de la requête de l'internaute d'une publicité avec une promotion pour accélérer la vente. Et là, c'est un scénario très concret où on voit que justement, on peut rediriger sur une landing page dédiée, maîtriser le message, aller rapidement sur passer du passeur au buteur, comme le disait David, pour marquer un but, quoi. Par contre, je pense qu'il y a des choses, il faut être assez, tu disais, il faut être concret pour nos auditeurs. Le fait d'avoir une campagne de marque n'aide pas à mieux considérer le compte, et encore moins à payer moins cher sur le hors-marque. Il n'y a pas de lien entre les deux, donc c'est un mythe, ça il faut qu'on se le dise. C'est bien que tu l'abordes, Simon, parce que c'est un mythe qui a la dent dure pour le coup. Donc ça, je suis content de l'entendre, même si ton propos était nuancé. Là, tu as donné de très bons exemples d'utilisation du SEA pour la marque. Et c'est une réponse qui contente beaucoup mieux mon petit esprit étriqué. Mais voilà, pour la marque, moi, je partage complètement ton avis, d'autant plus que tu l'as dit, ça prend plein de formes différentes. Nous, en SEO, on peut complètement border la marque. Effectivement, tu tapes le nom d'une marque, tu as déjà des résultats avec des sitelinks, donc ça prend pas mal de place. Tu peux préempter aussi position avec la Maps, les résultats Maps, le knowledge graph via Wikipédia, ça on le fait systématiquement. Et puis on a un exemple en fait d'un client spécialiste des vacances en club finalement, qui nous avait challengé là-dessus et qui a fait le choix de couper la marque en fait il y a quelques années et de recycler finalement, de faire le pari de recycler une grosse partie de son budget en géolocalisation et des campagnes hors marque beaucoup mieux ciblées. Et figurez-vous qu'en fait, une fois qu'il a sauté du plongeoir, il a fallu prendre la décision, mais c'était lui le gagnant parce qu'en réalité, il y avait plus de conversion, beaucoup plus. Et nous, on a essayé de border le travail avec le SEO. Donc là, on s'est clairement donné la main pour regarder comment on pouvait border ça. Voilà. Et sur l'année, c'est pas neutre comme budget. Donc voilà, ça c'est un bon exemple, je pense. T'en as d'autres peut-être ? Ouais, alors d'autres exemples concrets, on peut utiliser les AdWords si on rentre effectivement un petit peu plus dans le moteur. On peut utiliser les AdWords pour le SEO par le truchement de tests sur les balises title et les descriptions pour voir ce qui fonctionne de mieux en mieux en termes de taux de clic. Parce que là, tu l'as en temps réel en fait. Et l'objectif, comme vous l'avez compris, c'est de réutiliser en SEO ces formulations qui auront performé, tout simplement. C'est simple, c'est basique, mais par contre, c'est diablement efficace et je pense souvent sous-estimé. Parce que rappelez-vous que l'engagement de l'utilisateur avec un
qu'un résultat organique dans Google, matérialisé concrètement par le taux de clic, c'est aussi un facteur qui agit sur le classement. Donc évidemment, il y a largement de quoi faire. Alors il faut prévoir un budget pour ça, mais pour le coup, c'est super intéressant, quoi. Je pense que nous, de notre côté, sur d'autres scénarios basiques, mais parfois aussi sous-estimés, c'est de regarder dans l'analytics les contenus SEO pour voir les pages qui informent et puis celles qui performent, celles qui transforment, pour peut-être les intégrer aussi comme des pages à utiliser dans les campagnes. Et comme je disais, on a parfois un prisme, on est toujours très axé sur la transformation, mais c'est bien de pouvoir ouvrir à l'information et de nourrir aussi nos audiences et parfois aller chercher à développer encore plus sur cette partie-là. De manière très pragmatique, je pense toujours à l'utilisation aussi d'un outil chez nous qui est le Dynamic Search Ads. Alors, petite parenthèse sur l'explication de l'outil, le Dynamic Search Ads, c'est donc un outil qui utilise le crawl de Google pour venir lire le contenu des pages du site et du coup utiliser les mots-clés présents dans ces pages qui pourraient répondre aux requêtes posées par l'internaute qui ne seraient pas des requêtes que l'on traiterait dans d'autres campagnes. Donc c'est un vrai facteur d'incrément pour nous et qui automatise toute cette intégration du contenu que peut créer le SEO, contenu sur lequel on n'est pas toujours informé, nous, en agence SEA, qu'on a une nouvelle page, un nouveau contenu qui a été mis en ligne. Donc le Dynamic Search Ads est vraiment un outil parfait pour ne rien rater de ces opportunités-là. Et du coup, c'est une vraie puissance pour jouer une synergie là-dessus et détecter des opportunités. D'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, nous on est amené au SEO pour nos clients à rajouter de 50 à 300 contenus par an par exemple sur certains sites, donc évidemment là on voit que ça ouvre carrément le champ des possibles et comme tu le dis, tu peux pas deviner avec ces volumétries ce qui est mis en place, et puis quand on s'attaque à un catalogue e-commerce, là ça peut monter à 400, 600 ou plus catégories éditorialisées, donc évidemment là avec ce système de DSA c'est clair qu'on peut ouvrir le champ des possibles. C'est canon, quoi, et de façon assez forte, quoi. Alors faire attention dans le champ des possibles, on peut donner les URL à manger à la machine, donc sélectionnez bien les URL, évitez les mentions légales, faites attention aux URL qui pourraient être des cas clients et du coup qui contiennent potentiellement des contenus qui ne vous correspondent pas. Je pense à un logiciel en SaaS pour lequel on travaillait qui avait des cas clients avec Harley Davidson. Évidemment, se retrouver sur des requêtes qui détiennent des contenus sur la moto pour un logiciel en SaaS, c'était pas forcément très pertinent. Donc il y a pas mal de façons de le cadrer et de bien l'utiliser. Donc faites là attention. Du coup on voit bien l'intérêt de se poser ensemble une fois de plus, quoi. On t'ouvre le plan de publication, tu regardes et on choisit et voilà, exactement, et peut-être de façon itérative, j'ai envie de dire, plutôt que de lâcher les chevaux du jour au lendemain, quoi. Okay. Attention. C'est ça. J'en profite pour en glisser une autre. Kevin, tu as vu, je prends des droits. La dynamisation des prix aussi, qu'on avait testé ensemble, Simon. Je vais donner cet exemple-là dans le tourisme pour le Japon. En fait, tu utilises, toi, depuis longtemps d'ailleurs, la dynamisation du prix dans les titles, les descriptions. Oui, avec une petite connexion API, on peut facilement injecter de manière dynamique les prix dans les annonces. C'est ça, de ce Japan Rail Pass qui, pour ceux qui nous écoutent, permettent aux touristes étrangers de voyager au Japon avec un seul pass. Et évidemment, le prix fluctue constamment. Donc, c'est un facteur déclencheur. Et en fait, ça, c'est une astuce qu'on a repris clairement pour le SEO parce qu'on peut le faire aussi. Donc, dans la description ou dans le titre, tu as le prix qui fluctue. Alors, ça va dépendre aussi de la fréquence de passage de Google donc pour rafraîchir finalement ce résultat. Mais on a un autre exemple pour un acteur de l'énergie pour lequel on travaille, dont le prix du fuel est la première requête, tu vois, plus de 70 000 fois par mois, donc il faut être là-dessus, il faut être premier, voire en P0 même. Et en fait, ce prix fluctue tous les jours, et ça, c'est devenu un petit, comment dire, le petit truc qui tue, quoi. Si tu as ton prix du fuel qui change en quelques heures, et puis en ce moment, ça vous aura pas échappé que le prix fluctue beaucoup, parce que le prix du baril, avec ce qu'on
vit en ce moment a fortement chuté. Donc clairement, on achète au moment où ça coûte moins cher. Et là, il y a cette réactivité qui est offerte par ce système-là. Ça, c'est vraiment intéressant. Je sens que tu es lancé. Est-ce que tu as encore d'autres choses dans ton escarcelle? Ouais, toujours peut-être un peu sur les basiques, hein, mais je pense hyper intéressant. Voilà, tester l'affichage d'annonces AdWords sur des mots-clés pour lesquels on est déjà visible en première page de Google, mais dans la deuxième partie, en 5e et 10e. Donc, si tu es présent en SEA, tu as une confrontation à la marque, et puis derrière, tu vas chercher l'incrément en étant 5e ou 10e parce que tu répètes la marque. Et puis, tu peux très bien imaginer, au moment où tu progresses, tu rentres dans le top 3, par exemple, d'éteindre, par exemple, le SEA. Ou pas, d'ailleurs, si tu as envie vraiment d'avoir une position plus forte vis-à-vis de la concurrence, selon la densité, quoi. Mais ça, c'est des choses simples qu'on peut monitorer et on peut aller chercher sur des gros mots-clés plus de conversion, hein, tout simplement. C'est clair. Alors, là-dessus, petite précision, je pense que dans les solutions techniques qu'on peut avoir sur ces recommandations, il y a des stratégies d'enchères avec un taux d'affichage maintenant qui peut être du coup une bonne façon d'utiliser l'automation, mais pour couvrir ces requêtes où on aimerait justement être présent en même temps que le SEO. Donc, il y a effectivement pas mal de choses encore à explorer pour justement amener des informations au SEO via le SEA et puis parfois se retirer s'il n'y a plus d'intérêt et si le SEO a repris un peu la main là-dessus et que nous, on peut se concentrer sur le reste et il y a pas mal de choses à aller chercher. Moi, ce que j'aimerais aborder dans ces scénarios à construire, c'est la partie des rapports dans la plateforme Google Ads parce qu'il y a des rapports qui sont souvent peu exploités dans cet aspect de synergie. Alors, premièrement, il y a le rapport de requête, hein, c'est tout bête, mais ça va devenir de plus en plus important vu que les techniques d'automation nous permettent d'ouvrir beaucoup la porte à des mots-clés larges, c'est-à-dire qu'ils peuvent couvrir toute une déclinaison de requêtes. Ça peut vraiment permettre de nourrir les référenceurs naturels sur qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qu'on n'avait pas forcément envisagé au début. Donc je pense que notre évolution de métier où on décloisonne de plus en plus va devoir vous donner normalement pas mal de réflexions sur ce qui fonctionne vraiment, quoi. D'autant plus, si tu me permets d'intervenir, que l'étude mots-clés, on l'envisage de moins en moins comme un one-shot. Historiquement, c'était un peu comme ça que c'était fait. Et comme tu le dis, c'est extrêmement difficile d'être exhaustif. Alors même si on essaye de mettre autour de la table un responsable produit, un utilisateur, etc. pour compléter la liste de la façon la plus complète, la plus juste. C'est vrai que ces rapports-là peuvent être super intéressants. Alors on a déjà un peu testé le truc, mais c'est vrai que je pense qu'il faut que ça devienne indispensable. Je pense systématique. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est que maintenant, on peut quand même aussi avoir des rapports sur les audiences sur des campagnes. Donc, quels sont les segments d'audience qu'on a alimentés dans les campagnes. Et du coup, ça aussi, je pense que c'est quelque chose, comme on a dit, concentrons-nous sur l'utilisateur, de savoir aussi qui est derrière la requête. Et je pense que le SEA peut avoir aussi des choses à raconter là-dessus dans les rapports qu'on peut là-dessus, tu vois, nous, on a complètement changé depuis quelques mois. On ne démarre plus que par des personas, en fait. On est complètement dans un travail d'empathie, ce qu'on faisait peut-être moins avant. Et on essaye systématiquement de se baser sur des données portefeuille. C'est-à-dire que c'est pas le persona Raoul le méchant qui est griffonné sur le fond de la table, tu vois, dans un coin de table sur un papier. C'est vraiment, on se base sur des données portefeuille. Le client nous dit, voilà, dans X% des cas de vente, c'est cette personne-là. Et c'est par ce travail d'empathie qu'on arrive à avancer. Mais ça, c'est clé, je pense. Et le SEO est maintenant prêt aussi pour faire ça. Et là, on voit un vrai point de convergence, je trouve. C'est dans ces rapports de requêtes et d'audience, c'est intéressant.
Autre rapport, je pense à exploiter, c'est les rapports de concurrence, c'est-à-dire quels sont les concurrents qui s'affichent en face de moi. C'est très intéressant à utiliser de manière, on va dire, diachronique et synchronique, c'est-à-dire est-ce que dans une temporalité récente, qui est là, et puis si on compare des périodes, qui était là auparavant. Donc de voir émerger les concurrents, je trouve que c'est toujours extrêmement intéressant parce que ça donne au SEO la possibilité d'aller voir ce qui se fait. Et puis, comme si généralement le SEA est un peu précurseur généralement de la bataille qui se passe sur les requêtes que l'on touche, ça permet d'anticiper un peu ça et puis peut-être de réagir, d'intégrer ça dans les analyses qu'on peut faire avec le SEO. Donc, je trouve que le rapport de concurrence est souvent peu utilisé et devrait être systématisé. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire un petit peu tous les mois avec nos clients, en tout cas de vraiment suivre qui est là, quoi. Nous, on pratique beaucoup les benchmarks, et notamment dans la phase de définition de la stratégie SEO. Donc on va assez loin, parce qu'on décortique totalement la stratégie SEO des concurrents. Mais là, je vois encore, en t'écoutant, une possibilité d'alimenter encore toute la data que l'on drague déjà à travers différents outils dans le cadre de ce benchmark. C'est intéressant. Donc c'est des choses qu'on pourrait utiliser pour alimenter nos benches, tout simplement notre réflexion concurrentielle. Et puis maintenant, avec un bon data studio partagé, on a largement les outils que cette donnée elle soit accessible pratiquement en live. Donc je pense que ça en fait des choses très intéressantes. Après, il y a aussi pas mal de choses. Alors nous, c'est un indicateur, le Quality Score qu'on prend vraiment en compte aussi pour gérer les enchères. C'est ce qui module en fait une enchère, je dirais brute, pour que la jungle du SEA soit un tout petit peu, je dirais, réglementée. Le Quality Score pondère pour que la première position elle pas toujours au meilleur, au plus offrant, on va dire. Et du coup, les rapports de Quality Score dans nos campagnes aussi sont assez intéressants sur la convivialité de la page, le temps de chargement, donc de voir aussi par mots-clés là où on a des parties du Quality Score qui sont intéressantes pour le SEO, et je pense que ça peut être... Juste deux petites choses. Est-ce que tu peux me rappeler ce qu'est un Quality Score, et surtout si les critères qui font un bon Quality Score sont convergents avec les critères de classement du SEO? Alors, je vais répondre sur la partie qu'est-ce que le Quality Score. J'essaie de compléter, moi. Et Allez. après, je pense que du coup, David pourra dire... Oui, je me tournais vers toi, mais c'était une question pour vous deux. On va faire travailler les synergies, c'est super. Donc, le Quality Score, c'est ce qui vient donc amender l'enchère sur plusieurs étapes de la gestion du SEA. Concrètement, il intervient au moment de la DRANC. Donc, on multiplie l'enchère, par exemple 2 € par un Quality Score 1 ou 2. Par exemple, dans l'exemple, on voit bien que si on a un Quality Score de 1, on a un AdRank moins élevé. Si on a un AdRank moins élevé, on a une position qui est moins bonne. Donc, c'est la première chose dans laquelle il intervient. La deuxième chose dans laquelle il intervient, c'est le calcul de l'enchère effective qui va être payée. Parce que c'est pas parce que je vais payer 2 €, je vais vouloir payer 2 €, que je vais concrètement payer 2 €. Donc, je ne vais pas rentrer ici parce que je n'ai pas de white paper, whiteboard pour faire le dessin dans le calcul. Mais en fait, il intervient aussi dans le calcul du CPC effectif, tout simplement en intégrant le Quality Score de l'enchère en fait, du concurrent qui est juste en dessous de moi. Donc, il permet comme ça, et c'est pour ça que je reviens sur ce point, de vraiment moduler les enchères en fonction... On le verra dans ces critères de la qualité donc de mes campagnes et de la qualité des campagnes de mes concurrents. Donc l'intensité concurrentielle est intégrée dans le prix effectif que je paye. Donc c'est une donnée qui est extrêmement intéressante pour nous parce que c'est ce qui va vraiment driver toute notre expertise pour essayer de faire payer le moins cher possible, avoir la meilleure aussi position pour nos clients. Dans le Quality Score, concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve ? Le premier facteur du Quality Score qu'utilise Google, c'est le taux de clic. Et le taux de clic, qu'est-ce qui se cache derrière le taux de clic ? Il se cache 2 éléments. Déjà, l'internaute. L'internaute, plus l'internaute interagit avec mon annonce, et je pense que du coup, tu vas rebondir là-dessus, plus l'internaute interagit avec mon annonce, et finalement, plus il est gage de la qualité de mes annonces. Et ça devient la même chose pour le SEO, et on le sait en particulier pour les positions qui sont dans le top 5. C'est plus le même, ça n'a plus le même poids que sur la position de 5 à 10. On sait que dans le top 5, pratiquement, c'est Google, l'IA de Google qui fait le jeu.
par justement l'engagement de l'utilisateur avec le résultat. C'est la même chose. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Ouais, je pense que là, il y a vraiment le point de convergence. La deuxième chose qui se cache dans le taux de clic pour Google, c'est sa rentabilité. S'il y a plus de clics sur mon annonce, il y a forcément moins de clics sur des résultats gratuit, entre guillemets, naturel. Et donc, du coup, là, il y a aussi cette dichotomie. Google va prendre, du coup, le taux de clic comme un facteur très, très important et va analyser aussi, pour garantir que les annonceurs utilisent correctement le moteur de recherche, la qualité de l'adéquation entre le mot-clé, l'annonce et la page. Et il va garantir aussi une deuxième chose dans sa notation, c'est la convivialité, l'expérience client sur la page. C'est-à-dire, est-ce que je vais concrètement retrouver ce que j'ai cherché et est-ce que je le retrouve de manière agréable, avec un temps de chargement rapide, etc. Et donc là, en fait, nous, on a un ensemble d'indicateurs de qualité là-dessus. Et c'est ces indicateurs de qualité qu'on pourrait transmettre peut-être plus souvent aussi au SEO pour peut-être donner des points d'attention sur des pages qui transforment et qui ont un mauvais quality score ou inversement qui ont un bon quality score mais qui ne transforment pas. Ouais, sachant que dans ces critères que tu évoques, Simon, il y en a plein de convergents, puisque le temps de chargement de la page, clairement, ça devient même, Google vient de l'annoncer, au mois de mai 2021, ça deviendra un critère de positionnement aussi. On ne sait pas quel poids il a, mais je suppose que dans le top 5, c'est celui qui va faire la différence entre les 5 qui sont à peu près au même niveau. De la même manière que l'engagement dont on parlait, puisque d'ailleurs si on regarde dans les brevets de Google, on voit bien qu'il y a la notion de clic long, clic rapide, clic médium, selon l'intention. Sous-entendu, c'est pas parce que tu vas sur une page et que tu reviens en arrière chez Google que c'est nécessairement mauvais. Si le mot-clé l'appelait, il n'y a aucun problème. Au contraire, si ça appelait plutôt un clic long et un engagement sur le résultat, et que tu as un clic rapide, ça peut te desservir. Donc finalement, il y a toute une mécanique qui est complètement convergente, l'engagement, le temps de chargement, et puis ce qui fait l'engagement aussi, c'est la bonne réponse, on va dire, à la question, donc le contenu. Donc je ne veux pas dire par là, en caricaturant, que le quality score, s'il est bon pour le SEA, il est aussi bon pour le SEO, mais si quand même, en gros, j'ai l'impression qu'on œuvre pour la même chose, donc voilà. C'est clair. C'est clair, là-dessus, il y aura encore tout un podcast à faire, je pense, sur toute cette partie-là, parce qu'il y a beaucoup de notions sur la convivialité et la transformation de la page. Et honnêtement, je pense aussi que c'est des critères qui sont très importants. La transformation, en fait, finalement, plus on va améliorer la transformation sur le site, et plus aussi ça va être des signaux très importants pour Google à intégrer dans le fait qu'il y a une qualité sur le SEO, sur le SEA, et du coup de la pousser en avant. D'ailleurs, il y avait une info intéressante que tu nous as donnée en préparant ce Wamcast, c'est que là aussi tu peux casser un mythe, c'est que finalement des fois on avait tendance à penser qu'en SEA vous créez des landing pages HTML un peu pour enfermer l'internaute dans un tunnel, mais en fait c'est beaucoup plus basique que ça. Oui, sur cette partie-là, les landing pages créées par les agences SEA sont généralement la réponse à une lenteur en fait en interne des SI ou des équipes de développement. Du coup, généralement, on a plutôt tendance à vouloir créer ces landing pages pour aller vite sur des pages qui transforment, plutôt que de gagner vouloir en autonomie, exactement, plutôt que de vouloir les dissocier. Alors, on sait que la landing page parfois elle amène un tunnel de transformation, mais si elle est bien intégrée au site et elle est plutôt bien rapidement développée selon les besoins et avec des critères SEO performants, on a plutôt intérêt à travailler sur ce biais-là. Donc effectivement, c'est pas du tout l'objectif de garder cette partie-là chez nous. Voilà, il y a plein d'autres synergies, mais je pense qu'on en a dit pas mal, Kevin. C'est déjà bien. mais c'est vrai que il y a un point de départ aussi. Moi, je me rends compte dans le questionnement que fait Simon et ses équipes en SEA. Finalement, quand on a un client commun et qu'on se met à discuter avec les équipes de Simon, on se rend compte que ils en connaissent beaucoup et des fois, voire beaucoup plus que nous sur, tu vois, les marronniers, l'animation commerciale du client. Donc là aussi, il y a un partage d'infos dans le setup que vous avez glané, collecté, qu'il est bon de partager aussi, et en particulier quand on anime toute la partie contenu, on se rend compte qu'il y a un questionnement vraiment commun
J'ai même envie de dire que 80% de la collecte d'infos, elle est commune, et que les 20% restants, c'est un peu la technique liée à chaque canal. Donc là, on voit bien qu'il y a intérêt aussi à se relier dès le départ, quoi. C'est clair. Je te remercie d'ailleurs, David, de l'invitation, parce que non seulement c'est un sujet passionnant, mais en plus c'est un sujet qui finalement aussi me donne matière à réfléchir en même temps qu'on échange. Ouais. Moi, je suis toujours assez surpris sur parfois dans nos échanges, en fait, le regard que je pose tout simplement sur. Vous l'utilisez beaucoup, ce mot, la SERP, alors que chez nous, en fait, c'est un mot qu'on n'utilise pas, par exemple, très peu. Donc c'est assez rigolo parce que quand on parlait là, par exemple, de la marque, on se dit ah bah oui, en fait, la marque, il y a plein de façons d'être présent avec des vidéos, des choses comme ça qui racontent aussi tout ce qu'on fait. Et nous, en fait, on se pose pas du tout cette question-là. La page, on la regarde en regardant les 3 premiers résultats. Est-ce que nos concurrents parlent comme nous ou différemment? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a ratées? Mais le reste, on le regarde pas, en fait. Donc c'est un peu ubuesque, mais c'est le prisme qu'on a parfois qui fait qu'on doit aller vite sur nos métiers. Donc c'est très intéressant. Je pense que dans cette jointure-là, il y a des choses qu'on peut se transmettre. Par exemple, nous, comme on est très très focalisé sur le coût du clic, on a toute cette notion de CPC, puis je parlais maintenant de rentabilité sur les campagnes. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait travailler ensemble. C'est-à-dire importer les coûts du SEO dans Analytics, un import de données assez simple, je pense, à faire. Ça peut être les coûts internes, de salaire, etc., les coûts de l'agence, et puis dessiner un CPC SEO, et puis du coup, un revenu par clic, et avoir aussi une vision presque SEA du SEO. Ça, je pense que c'est des choses qui seraient faisables. Je pense en tout cas qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent nous permettre d'avancer encore plus loin dans nos expertises, et surtout, je le répète, pour nos clients. C'est ça, c'est le Graal pour le client, c'est de calculer la rentabilité de tout ça, et je partage complètement ce point de vue. En fait, là où c'est cohérent, c'est qu'on parle de rentabilité du search et pas nécessairement du SEA d'un côté, du SEO de l'autre. On le voit bien depuis le début, c'est interdépendant, quoi. Donc ça m'intéresse bien qu'on creuse ce sujet. On va ouvrir les portes. C'est canon, absolument. Messieurs, si on parlait outils maintenant, quels sont pour vous les outils disponibles qu'il faut utiliser impérativement? Alors moi je vais parler pour le SEA. Pareil, pour faire attention nous à ce qu'on soit quand même connecté au SEO, il faut utiliser la Search Console. Alors pour vous qui êtes référenceur naturel, je dirais c'est une évidence, mais pour nous il faut absolument la connecter à Google Ads parce que ça permet d'avoir accès à des rapports extrêmement intéressants sur les requêtes, donc les requêtes combinées. Quelles sont les requêtes qui ont été traitées en même temps par le SEO, le SEA, d'avoir les taux de clic et les taux de conversion. Donc ça permet effectivement, en utilisant conjointement ces deux outils, de manière très pragmatique, avoir des rapports auxquels on n'aurait pas accès si on ne passe pas par là. Après, sur les outils qu'on peut utiliser, je l'ai cité, mais qui sont vraiment des outils qui jouent la complémentarité, c'est chez nous le Retargeting List for Search Ads, donc RLSA, qui est vraiment l'utilisation des audiences de mon site pour pouvoir personnaliser mes réponses. Donc ce que je peux faire, c'est totalement choisir de ne m'afficher que pour mes audiences de mon site dans le moteur de recherche. Donc mon annonce va se déclencher uniquement pour mes internautes visiteurs. Et ça, je trouve que là-dessus, il y a énormément de scénarios. Je parlais de scénarios sur la marque avec les abandons de panier, mais il y a énormément de scénarios à créer autour de ça. Et je pense que là, c'est des choses qu'il faut mieux travailler avec le SEO en utilisant ces outils-là. Tu as l'air d'accord, David? Ouais, je suis complètement d'accord, et je ne vais pas paraphraser Simon, je partage sa vue. Sur les autres outils, on va dire, pour répondre de façon complémentaire, il y a SEMrush qui, clairement, tu parlais de physionomie, je vais revenir là-dessus. Pour le coup, nous, on analyse beaucoup la physionomie de la SERP Google. Je vous donnais un exemple concret. Si je suis positionné 6e en organique sur Meuble TV, par exemple, sur mobile, finalement, je suis
ça peut être considéré comme une bonne position, mais finalement, si on considère toute la physionomie de la page, je suis assez bas dans les résultats. Et pour obtenir un clic, c'est le parcours du combattant, parce que l'utilisateur va trouver sur son chemin un carousel shopping. On n'a pas parlé de carousel shopping, mais c'est aussi un point de complémentarité. Après, tu as 4 annonces AdWords. Après, tu as qui contiennent d'ailleurs les sitelinks, et puis des annonces assez longues. Ensuite, tu as les 5 premiers liens bleus. Ensuite, tu as une maps géolocalisée. Ça m'en souvient plus. Voilà. Après, tu as ma position, mais attention parce qu'il y a aussi un bloc, un carrousel d'images en 7e qui finalement est bien plus attractif que ma petite 6e position pris en étau entre tout ça. Et finalement, là, on voit bien que ma position s'étiole totalement et que j'ai plus de CTR. Donc, sur ce genre de constat rapide qu'on peut faire avec SEMrush notamment, il y a d'autres outils, ça va me pousser à jouer la carte de la synergie avec le SEA et en l'occurrence d'acheter les mots-clés qui se retrouvent connexes à Meuble TV pour chercher l'incrément et jouer la répétition du message, parce qu'on voit bien que cette pauvre 6e position là, elle suffit pas à convaincre le kidam qui m'a peut-être même pas vu du tout d'ailleurs. Voilà. Bon, finalement, en vous écoutant, ces synergies, elles ont l'air d'exister. Et finalement, il tient qu'à nous de nous mettre autour de la table et de faire en sorte que ça marche, que ça se produise. Ouais, pour être un peu rentre dedans, je suis complètement d'accord avec ce constat. On va dire que c'est ce que t'oses pas dire à haute voix, mais en fait, le maillon faible, c'est un peu l'humain, en fait. Oui. On a parlé d'IA, il y a plein de choses possibles, les outils nous mâchent le travail. Je plaisante, mais en fait, on a une super opportunité quand on regarde ici, finalement, c'est de proposer une nouvelle organisation pour un projet de search. Moi, je suis vraiment convaincu que le projet de search, c'est d'un seul tenant. Et c'est pas un problème d'avoir 1 ou 2 agences. C'est simplement de se mettre autour de la table, de lever les cloisons. Et c'est ce qu'on dit de plus en plus à nos clients. Voilà, que ce soit Better, Simon, qui soit avec le client, chez le client avec nous, ou une autre agence, peu importe, et réciproquement. L'idée, c'est de lever les cloisons et de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on peut rentabiliser l'ensemble, plutôt que de travailler de façon totalement isolée. Voilà, je le disais tout à l'heure, 80% des questions et des réponses que l'on collecte, en fait, c'est exactement le même travail que pour le SEO. Voilà, donc la question de départ, c'est quel résultat on attend des 2 canaux ensemble, pour qu'ils fonctionnent ensemble, et ensuite, lors des instances au démarrage du projet, et puis pour les bilans trimestriels, même l'analyse des résultats mensuels, finalement, il faut qu'on se retrouve à des moments et qu'on réfléchisse ensemble. Simon le disait tout à l'heure, c'était hyper intéressant, les chefs de projet SEO et SEA sont pas nécessairement câblés de la même manière, mais courent après un même objectif. Ça peut produire des choses vraiment super sympas. Ce qu'il faut simplement, c'est qu'on écrive les moments où on se retrouve et qu'on cherche la solution pour le client. Moi, c'est comme ça vraiment que je vois le truc. Oui, je pense que c'est de notre responsabilité en fait de faire avancer les métiers en créant de la synergie. Je crois que c'est vraiment ce qu'il faut faire déjà pour aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire continuer à pousser nos expertises le plus loin possible, mais tout en travaillant les joints et les articulations, quoi. C'est-à-dire que c'est la musculation polyarticulaire. Il faut qu'on arrive à avoir des efforts conjoints. Je crois que c'est notre responsabilité d'experts de pouvoir créer peut-être des process de travail communs. Tu disais d'écrire en fait les moments où on se retrouve. Mais je crois qu'effectivement, quand on a la chance de pouvoir vous recommander ou inversement, et en tout cas de travailler en commun, c'est intéressant qu'on puisse amener ça aux clients sans que ça crée plus de complexité. C'est ça. Mais que ça permette effectivement de mettre en place toutes ces petites choses où on va pouvoir échanger de l'information, travailler sur les objectifs du client. C'est de la responsabilité aussi des clients de faire vivre ça, parce que nous, je suis d'accord. On peut arriver avec une volonté, mais si il n'y a pas la souplesse, l'organisation, la facilité de mettre ça en place, on est souvent dissocié. Parfois, l'interrogation du client va nous pousser dans un sens
sens et pas dans l'autre. Et du coup, on peut vite aussi vouloir prêcher pour sa paroisse. Et du coup, il faut être conscient de ces biais-là. Et le client, parfois, on a des biais. Il est plus à l'aise avec le SEO. C'est peut-être quelque chose qu'il a envie de plus mettre en avant dans son poste, ou inversement, le SEA, etc. Ouais, tout à fait. Donc ça, je pense que ça va être vraiment, finalement, je pense, dans tout ce qu'on a parlé, il y a cette customer journée, mais il y a aussi notre voyage aussi dans les projets. Et je pense que ce qui va être très intéressant, c'est que toute cette évolution qu'on vit au quotidien encore, mais dans laquelle on aura peut-être encore plus de recul dans quelques années sur l'intelligence artificielle, va nous mener à être de plus en plus conscients humainement quels sont les efforts qu'on a envie de mettre pour utiliser justement ça au bon endroit. Ouais. En fait, on se rend compte que ça se construit pas du jour au lendemain, mais avec le temps. Dans ce que tu dis en filigrane, moi je trouve qu'il y a un point clé, c'est la confiance. La confiance, elle se construit avec le temps. Il ne s'agit pas juste de le dire. Effectivement, donc on attend que le client nous mette dans cet état d'esprit, mais c'est à nous aussi de le pousser là-dessus. Moi, je le dis très volontiers. Très souvent, on l'amène sur la table et d'ailleurs, ça se passe toujours très bien, mais ça se passe encore mieux ensemble parce qu'on se connaît. Voilà, il y a une confiance et c'est là qu'on arrive à faire quelque chose de vraiment chouette. Donc il y a ce facteur-là qui me semble super important. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus aussi? Oui, ça replace la valeur aussi de nos agences, je trouve. Tu l'as abordé à plusieurs reprises. Il y a pas mal de choses qui sont automatisées. En SEO, c'est un peu pareil. Nous, on prend un virage là. Toute l'industrie. On est dans l'automatisation de tâches pour des étapes clés du SEO, que ce soit dans l'étude mots-clés, le bench, l'audit. Tout ce temps gagné, nous, on s'est fait une promesse, c'est pas de nécessairement vendre plus de jours hommes à temps le TJM pour gagner plus. Bien sûr, on espère un gain au bout, c'est certain. Mais nous, la promesse qu'on s'est fait en interne, c'est de replacer la valeur, de monter d'un cran, de se mettre autour de la table et de réfléchir par la créativité à de meilleures tactiques, une meilleure stratégie. Et je trouve dans cette discussion-là, c'est l'humain en fait, le facteur X, quoi. C'est se mettre autour de la table, autour du tableau blanc, et de prendre le temps, ce temps économisé au service du client et de le prendre ensemble. Je pense que ceux qui ont compris ça entament mieux le virage que ceux qui vont chercher forcément à produire beaucoup plus. En tout cas, ouais, c'est comme ça que j'aborde le truc parce que voilà, on sent qu'il y a cette lame de fond. Et moi, j'ai plutôt envie d'embrasser ce changement et de me dire qu'on a une opportunité de créer encore plus de valeur pour nos clients. Voilà, parce qu'il y a des choses, en effet, tu peux les automatiser, les robots le font très bien. Par contre, la créativité, ça nous appartient et d'ici que les robots nous devancent, là, il y a encore un peu de chemin. Oui, je pense qu'il faut... Il y a vraiment beaucoup de sujets dans ce que tu as apporté et c'est extrêmement intéressant. Je me permets, Kevin, du coup, de prolonger un peu le débat. Je t'en prie. La première chose, je pense qu'il faut qu'il y ait... Tu l'as abordé sous l'angle de la confiance. Je pense que c'est une forme de lâcher-prise. C'est presque un travail un peu de maturité des agences et j'adore la façon dont tu l'abordes parce que le lâcher-prise, c'est de dire... On créera de la valeur ajoutée pour nos agences. Donc, si on crée d'abord de la valeur ajoutée pour nos clients. Et donc, à un moment donné, il ne faut pas faire de prêcher pour sa paroisse ou absolument avancer ses pions pour dire il faut plus de SEO, plus de SEA ou même tout simplement plus d'agences. Il faut se dire en fait que quand on a cette maturité de dire à nos clients ça, c'est bon pour toi. Et qu'après, justement, on utilise les meilleurs outils parce que, du coup, le deuxième point, c'est le machine learning. Pour l'instant, l'intelligence artificielle, c'est un grand mot, mais c'est surtout une capacité à calculer plus vite, à amener des réponses plus élaborées, plus immédiates, de faire plus de choses. Et donc, je ne crois pas du tout que la peur qu'on voit dans beaucoup d'agences arriver, de dire nos métiers vont être totalement automatisés, elle soit
je pense, créatrice de l'avenir. Elle paralyse plus qu'autre chose. Et je pense qu'il faut aller plutôt dans le sens de se dire que c'est une potentialité énorme pour nous de faire plus de notre métier. Et plus de notre métier, on l'a vu dans tout ce qu'on a échangé là, c'est plus de réflexion sur les objectifs de nos clients, plus d'empathie pour les clients de nos clients. Et là, il y a tellement un gap absolument énorme je veux dire, dans ces deux dossiers-là à combler que pour moi, je pense qu'on a du travail pour encore 90 ans. C'est presque c'est un bail amphithéotique. On a vraiment la possibilité de encore éponger beaucoup de choses. Ouais, c'est stimulant, c'est même excitant, plutôt que on sent qu'on a tout un monde qui s'ouvre et qu'on peut se concentrer sur les bonnes choses. Moi, j'ai toujours abordé notre métier, c'est pour ça qu'on l'appelle SEO marketing chez WAM, comme quelque chose de créatif, de collaboratif, et cette lame de fond nous permet de rentrer dans cette ère-là, clairement, et de faire un peu moins de travail de tâcheron aussi, parce que voilà, les algorithmes nous aident. Enfin voilà, là aussi ça pourrait faire un autre WAMcast dans un bar avec un ballon de rouge. Je note l'idée. Quand on pourra y retourner. Mais il y a l'intelligence du bar artificiel. Voilà, c'est ça, exactement. Messieurs, merci beaucoup pour ce point très très complet. C'était très intéressant. Vous aviez plein de choses à dire. Il y avait plein de choses à dire. Merci David. Merci à Kevin. Toi, Simon, d'être venu nous rendre visite et puis de nous avoir porté tes connaissances, ton expertise. Un grand plaisir, merci beaucoup. L'expérience était sympa, content. Incroyable, franchement, très belle vue sur le Rhône, compagnie hyper agréable. J'aurais pas pu passer une meilleure matinée. C'était top. Je crois qu'on a, Kevin, on a cassé le timing. On en est un petit peu plus d'une heure. C'est sans doute le webcast le plus long, mais c'était intéressant. Du coup, je vous ai laissé parler volontairement. On gardera la substantifique moelle c'est ce qu'on s'est dit. Et merci à vous surtout de nous avoir écoutés. On espère que ça vous aura intéressé autant que nos intervenants. Pour rappel, vous pouvez retrouver ce WAMcast et tous les autres d'ailleurs sur notre site wam-référencement.fr. Si vous voulez réagir, parce qu'il y a de quoi réagir, si vous voulez nous poser des questions, vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux, donc soit sur LinkedIn, sur la page de WAM Référencement, ou alors sur Twitter. Là, il y a deux possibilités. Alors, @WAMREF, le compte de WAM Référencement. Ou alors, je refais un petit peu de promo depuis la semaine dernière. Le WAMcast a également son compte Twitter, @lewamcast, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir, à partager, à poser des questions. Et sur ce, on va se retrouver très bientôt pour un nouveau numéro. Salut à tous.